Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc vous avez vu, ce sont des têtes de Françaises et Français, comme on n'en voit plus. C'est-à-dire des Gauloises et Gaulois, cheveux longs, hirsutes, avec la moustache. Ça, je pense que ça doit dater du 19e siècle, puisque Napoléon III était fan de Jules César. Il avait écrit un livre sous un pseudonyme d'ailleurs sur César, il me semble. Et bien sûr, grand promoteur de Vercingétorix, du Gaulois chevelu et moustachu. Voilà, donc je cherchais un endroit où il n'y a pas de vent parce que c'est tempête ici, en ce moment. Et j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. On est dans une période ici où... transition, là, oui, je sens très mal. Là. Comme à l'époque où les Gaulois sont... Enfin, les Celtes sont devenus gallo-romains. Époque de transition. Oh merde, il se met à pleuvoir. Et puis, à l'époque de Meiji, où les Japonais, samouraïs, etc., se retrouvaient au même rang que les paysans. C'est-à-dire... les paysans faisaient le service militaire, chose que l'usage des armes était réservé à la case des guerriers, hein, des bouchis, des bouquets on peut dire aussi, plutôt. Donc c'était des périodes de transition que j'adore. Franchement, étudier, on va dire, la Gaule après César, c'est... tout simplement extraordinaire, avec ces noyaux de résistants qui refusent de devenir romains, qui refusent de... Ils avaient à peu près les mêmes dieux, mais bon, voilà, qui refusent pas mal de choses hein, sur César et tout. Voilà, je me suis fait ma centaine de marches. C'est un bon exercice. Et puis les Japonais, dont une partie refusait totalement le modernisme occidental, les traditionalistes, et les autres qui ont suivi l'empereur dans ce renouveau du Japon, où on voyait des gens comme Jigoro Kano en redingote avec le chapeau melon ou le chapeau claque. Et qui se faisait, toute la classe des nobles se faisait photographier dans des studios, devant des télégraphes, devant des photos de trains, dans des gares aussi, pour montrer le modernisme, alors que tous les bourgeois, enfin tous, une bonne partie des bourgeois enrichis, des commerçants, eux, ils se faisaient photographier en samouraï. C'est pour ça que quand vous allez au Japon et vous voyez un marchand de tamis ou d'ombrelles, etc., avec des photos de samouraïs, et qui vous dit c'est mes ancêtres, on fait encore partie de la mystification, c'est pas possible, d'accord? Tout est possible et il y a quand même des exceptions. Donc je vais repartir par là du coup. Voilà, donc en fin de compte, ce que moi je voulais vous entretenir, c'est que c'est une période assez dure. Je pense à toutes ces personnes comme mes parents qui ont plus de 80 ans et à qui on va imposer le compteur Linky sur les paliers d'HLM. Hein, donc ils ont signé un bail, mais les bailleurs ont donné l'autorisation pour installer les Linky. Et là, on a reçu des lettres en disant, ben voilà, dans une semaine on arrive et on pose les Linky. Alors évidemment, période de transition, moi je peux pas être pour. Hein. Vous savez que beaucoup de gens ont gagné des procès à cause de leur Parkinson ou Alzheimer et autres maladies neurologiques qui viennent des ondes, hein, quand on est sensible aux ondes. Je pense que quand on est en bonne santé, on est sensible aux ondes. C'est un petit peu comme tout, quoi. Les gens qui boivent et qui fument et qui toussent pas, qui vomissent pas, c'est que le foie est saturé, c'est que l'organisme est saturé.
Ils ont fermé là. Voilà, donc ça me fait beaucoup de peine à tous ces gens qui ont imposé le Linky. Alors si vous avez des pistes hein, à me donner, mais des trucs sérieux, hein, des gens qui luttent contre l'imposition des Linky dans les HLM, dans des bâtiments où encore une fois, poste gratuite, donc c'est nous le produit. Hein. Mais bien qu'il n'y a rien de gratuit. Hein. Tout ça, ça va être certainement repris, on est en plein vent, là, ça va être repris sur les factures. Ouais, c'est ce monde-là qui est vraiment décevant. Franchement, ouais, je regardais pendant plus d'une heure des interviews là, de Jean-Marie Bigard. C'est quelqu'un qui m'a jamais déçu. Il a toujours été droit dans ses bottes, il a payé très cher. Contrairement à d'autres faux gentils qui font les « ouais, on m'a viré de la télévision » et puis bon, en fin de compte, ouais, les faux gentils comme j'appelle. Donc Jean-Marie Bigard m'a jamais déçu, il a toujours été droit dans ses bottes. Et j'ai beaucoup pensé à lui en plein d'occasions. Hein. Et par contre, j'ai quelqu'un que j'avais recommandé à plein de personnes, que je trouvais un très bon communicant, une espèce d'espoir pour la classe ouvrière, c'était Ruffin. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est François Ruffin. Et là, franchement, vous savez, en 2019, tout se sait. Et on le voit là, avec Macron, là, pendant les manifestations à Ecopia, où il fait une sorte de scénario, là, un synopsis, du genre, bon ben, vous arrivez, vous faites celui qui est énervé, moi je viens, je calme tout le monde, voilà, puis on se voit plus tard pour la suite. De l'autre côté, je comprends, il n'y a pas de hasard, hein, c'est comme les faux directs à la télévision, vous voyez, on ne peut pas se permettre, aux gens de dire tout ce qu'ils veulent quand ils veulent. Mais franchement, là, en plus c'est surtout les réseaux sociaux en ce moment, on voit vraiment qu'il n'y a pas d'opposition, quoi. C'est juste un cinéma. Alors tout le monde va me dire, ouais, Bordas, t'es vraiment innocent, t'aurais dû t'en douter, des choses comme ça. Je m'en doutais, on m'avait parlé de Mélenchon, on m'avait parlé d'autres qui faisaient du cinéma, mais là, franchement... Ça dépasse les bornes, vous voyez, ça me... Surtout que c'est au vu de tous, hein, maintenant, personne ne pourra dire que... Quoique, quand je discute avec les voisins des compteurs Linky, les trois quarts, ils ne savent même pas ce que c'est, oui. C'est ça qui m'a aussi beaucoup choqué. Beaucoup ne sont pas au courant, parce qu'ils sont dans leur obligation de travail, quoi. Donc, ils ne pensent pas à tout ça. Il faut que je trouve un endroit où il n'y a pas de vent, et où il n'y a pas trop de voitures. On va voir là. Il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup étonné dans cette politique, c'est que l'État a accordé 66 milliards d'exonération de charges sociales aux riches entreprises. 66 milliards! Alors je ne parle pas aux coiffeurs du coin ou aux plombiers. Hein. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, moi je trouve. Quand on vous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les retraites, alors que Gilles, je crois que c'est Graveau, qui est prof d'économie à Paris 8, explique qu'on a 150 milliards d'euros de réserve qu'on pourrait donner aux retraites. Alors, en tout, si vous additionnez, ça fait plus de 200 milliards quoi, que l'État pourrait mettre à dispo pour les retraites. Et on vous dit que non, que c'est les pauvres qui doivent se priver, moins d'APL, moins de retraite, moins de chômage, moins de ceci, alors qu'on... Mais bon, en tant que chef d'entreprise, Macron, je le comprends. Sauf que la France, c'est quand même pas une entreprise, quoi. C'est pas une entreprise déléguée de l'Europe, hein. Enfin, je sais pas, franchement... Là, franchement, là, en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Vous voyez, j'ai vu une vidéo sur Internet, que j'avais déjà vue depuis longtemps, où on voit des policiers arriver dans un fourgon, hein, en uniforme,
et se changer pour s'habiller en casseur, en black bloc. Et cette vidéo, impossible de la partager. Quand je vais vous la partager, attention, un problème avec cette vidéo, et j'ai jamais pu la partager sur ma page Facebook. Donc vous voyez que liberté, on vous balance des compteurs qui vous réduisent le cerveau en bouillie, qui vous irradient et qui parfois prennent feu, vous multiplient votre facture par 5 ou 6 et on vous l'impose. Et de l'autre côté, on s'aperçoit qu'on n'est pas soutenu par les députés, les sénateurs qu'on croyait sincères. Et encore de notre côté, on vous dit qu'il n'y a pas d'argent pour payer, alors qu'il y a de l'argent pour payer, quoi, les retraites. Vous voyez que c'est toujours les mêmes qui se saignent. D'accord. Vous voyez, c'est un petit peu quand on vous dit faut trier, vous voyez, faut trier les déchets. Ok. On va trier notre plastique, on va trier notre petit boîte en carton, on va trier ceci, on va trier cela. Et des centaines de millions de tonnes de nos déchets se retrouvent en Malaisie dans des décharges sauvages, par exemple. Alors, je savais qu'il y avait des cargos entiers, des tankers entiers, des cargos entiers, qui se retrouvaient en Afrique, voire en Inde. Mais là, en Malaisie, vous voyez des décharges. Vous avez une vidéo comme ça où la personne, elle fouille dans les déchets et vous voyez un carton marqué Paris dessus, avec une adresse à Paris. Alors, je pense pas que quelqu'un a envoyé des gâteaux ou des macarons en Malaisie, c'est vraiment une décharge sauvage. Des centaines de milliers de tonnes, des millions de tonnes même. Alors, trier, bonnes gens, trier, surtout, n'oubliez pas, il faut trier. Je trouve ça... Bonjour, ça va? Je trouve ça un peu fort de café, comme on dit, oui. Alors, quoi dire? Ah oui, alors, par rapport à la vidéo d'hier, c'est quoi à dire, mais si vous êtes né dans les années 50-60, vous avez une adolescence ultra sportive, en pleine forme, etc. Vous sortiez jouer au foot, à trottinette, au vélo, grimper aux arbres, faites des cabanes et tout. Eh ben, c'est quoi à dire, mais il y a de grandes chances, on peut dire, de grandes possibilités, probabilités, que vous voyez vos enfants mourir. Voilà, je ne parle pas des maladies, mais bon, de quelle maladie, mais bon, voilà. Il y a de grandes chances que vous ayez une longévité supérieure à vos enfants. Ça, c'est... Voilà, puis pour revenir à Jean-Marie, là, Bégard, quand il raconte une blague depuis 30 ans, et puis que la 30e année, on le casse en morceaux, comme il dit, parce qu'il a parlé du sketch de la déchirure. Alors là, franchement, c'est des blagues qu'on connaît depuis 30 ans, quoi. Mais voilà. Et comme dit Jean-Marie Bigard, moi j'ai pas changé, c'est les temps qui ont changé et ça devient de plus en plus fasciste. À cause justement des féminofascistes qui font des défilés en parlant de féminicide, qui veulent tuer tous les hommes, mais qui sont incapables de tenir un marteau-piqueur pour faire des routes ou des bâtiments. Je sais pas comment on ferait s'il n'y avait pas les mecs. Voilà, donc c'était ma petite balade dans les rues de Saintes. Donc là je suis au quartier de l'ancien hôpital. Alors c'est les quartiers que j'utilise pour faire des courses, c'est-à-dire tout est en pente, mais vraiment la pente comme ça. D'un côté les escaliers, de l'autre côté les pentes. Et j'utilise ça pour travailler le cœur. Et c'est vraiment puissant. Voilà, donc c'était juste pour vous expliquer un petit peu mes inquiétudes. Je suis vraiment très inquiet. Je suis vraiment très inquiet de ce qui peut se passer, de ce que l'avenir nous réserve. On a perdu notre droit de parole, on a perdu notre droit de rire de pratiquement tout. On est contrôlé par une sorte de lobby
minoritaire, ultra minoritaire. Comme tous les Allemands n'étaient pas des nazis, toutes les femmes ne sont pas des féministes et toutes les féministes ne sont pas des néo-féministes, féminazis comme on dit, qui se promènent avec des pantalons tachés de sang entre les pattes pour dire voilà, mes règles c'est une affaire pour tout le monde, ça ne me concerne pas que moi. Ouais, il y en a. Hein. Ou qui arrosent l'entrejambe des gamins dans le métro. Hein. T'en fais pas qu'elles vont pas s'attaquer à des rugbymen. Hein. Elles y vont à 2 ou 3 avec un caméraman, un garde du corps, et t'arroses l'entrejambe d'un mec qui fait du mainstreaming, je sais pas trop quoi. On est mal les gars. On est mal. Surtout que les jeunes perdent beaucoup de testostérone, ils bougent de moins en moins, ils ont une espérance de vie de moins en moins. Ils sont sous-vitalisés, sous-vitaminés. Donc leurs enfants, ça sera encore pire quoi. Donc je suis vraiment très inquiet. Mais voilà, donc je pense à tous ces jeunes qui ont 30 ans et qui sont vraiment mal barrés, hein, faut vraiment qu'ils luttent. Hein. Et je pense aussi à tous à leurs parents et grands-parents, hein, donc qui ont 80 ans, grands-parents à qui on va imposer un compteur qui peut les rendre parkinsoniens ou Alzheimer. Et on ne vous demande pas votre avis. Donc c'est quand même dingue, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Et je pense qu'il y aura de plus en plus de suicides, il y aura de plus en plus de dépression. Et bien sûr, qui c'est qui va s'enrichir? Ce sont les pompes funèbres hein, et les labos pharmaceutiques, évidemment. Vous voulez pas de compteur Linky, allez hop, on vous met sous Prozac. Voilà. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont pareil, qui sont au courant de tout ça. Et à force qu'on les divise, à force de se retrouver tout seuls dans leur coin, ils arrivent, ils disent oh, mais c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc voilà, donc si vous avez des pistes, hein, je sais pas, que choisir, association de anti-Linky, tout ce que vous voulez, moi je suis preneur, hein, parce que je pense pas que je vais laisser faire ça, quoi. C'est quand même dingue. Si ça fout le feu, moi mon musée il prend feu. Hein. 40 années de collection de bouquins qui prennent feu, quoi. Ce serait quand même dommage. Allez, à bientôt toutes et tous.